Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission des Jeudis des professions de santé. Alors on va dire, fini la Covid, pas que je sois persuadé de la solidité de cette affirmation, mais il sera bien assez tôt en septembre pour affirmer que la saisonnalité, les immunités spontanées collectives étaient bien au rendez-vous de ces vacances à venir. Comment profiter de ce soleil et de cet air libre qui déplaît tant au virus ? Eh bien, en faisant ce que tout professionnel de santé devrait conseiller aux patients, bouger pour être en forme, bien se nourrir pour avoir des bonnes bases et aimer pour se sentir bien en offrant aux autres une image positive. Nicolas ? Bonjour Jean-François, bonjour François Carré. Effectivement, on sort d'une période troublée et les médecins, les professionnels de santé ont un rôle à jouer auprès de leurs patients pour retrouver une bonne forme. Alors, 3 spécialistes sont réunis pour la dernière fois promis en liaison Internet. Le docteur Patrick Serroc, qui est nutritionniste à Paris pour les conseils diététiques. Le professeur Carré, spécialiste de la médecine du sport à Rennes, pour savoir comment bouger idéalement. Et enfin, le docteur Gilbert Boujaoudé, qui est sexologue à Lille, pour le programme de nos soirées, nuits et siestes, voire plus, si affinité. Et on commence avec vous, professeur François Carré. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie un petit peu de tordre le cou à une mauvaise habitude, mais peut-être ai-je tort, qui est de confondre le sport et l'exercice physique. On voit toujours sport et santé. Pour moi, c'est un non-sens. C'est pas la même chose, parce que le sport peut quand même parfois être dangereux. Je pense effectivement qu'il ne faut pas mélanger et utiliser le terme sport à la place du terme activité physique, puisqu'en réalité, de toute façon, le sport est une activité physique. C'est une activité physique particulière, puisqu'on va la réaliser dans un contexte de règlement, de règles, de choses comme ça, alors que l'activité physique, c'est beaucoup plus vaste. Et comme vous le dites, normalement, dans le terme sport, il y a toujours une idée de dépassement de soi. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas une santé parfaitement équilibrée, ça peut représenter un risque. Donc, ne nous trompons pas. Il ne faut pas utiliser le mot sport à la place du mot activité physique. Et activité physique ne veut pas dire compétition. Il n'y a réellement aucune contre-indication et complication, comme on dit, dans la pratique de l'activité physique, même modérée ? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de contre-indication connue de l'activité physique, c'est-à-dire, en fait, qu'il faut être plus vaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne connais pas une pathologie qui contre-indique définitivement toute activité physique. C'est-à-dire que je peux temporairement interrompre toute activité physique si jamais ma santé me l'impose, mais ce ne sera jamais définitif. Et je peux toujours, en tant que médecin, trouver une activité physique que mon patient va pouvoir réaliser au moins pendant un moment donné. Donc, contre-indiquer toute activité physique, à mon avis, c'est une erreur. On peut toujours trouver quelque chose qui va convenir à chacun. Alors là, vous dites en préambule que l'exercice physique est bien enseigné chez nos confrères. C'est effectivement une remarque très adaptée dans le sens où aujourd'hui, on a dans la fameuse loi du sport sur ordonnance, voilà un exemple où le sport est mal utilisé par exemple. Dans la loi de l'activité physique sur ordonnance, on part du principe que les médecins ont été formés à la prescription de l'activité physique et dans les études médicales actuelles, ce n'est pas le cas. Nous, à Rennes, on a la chance d'avoir une unité optionnelle de formation dans ce domaine, mais tout va changer puisque le président de la conférence des doyens nous a promis que dans les prochaines études médicales, la prévention aurait vraiment sa place, la formation à la prévention. Et j'en profite pour préciser que l'activité physique est efficace quand elle est associée à une bonne nutrition, à un bon sommeil. Ce n'est pas l'activité physique seule, c'est un mode de vie complet qui doit être bien réalisé. Alors, professeur Carré, les données sont solides aujourd'hui sur les bienfaits de l'exercice physique. Est-ce que vous pouvez nous préciser quel type de données, pour quel type de maladie, on a des preuves de l'efficacité de cette thérapeutique non médicamenteuse ? Alors, aujourd'hui, l'activité physique a prouvé son efficacité dans à peu près une trentaine de maladies chroniques. Donc, en d'autres termes, je pense qu'on peut dire, c'était ce qu'on avait dit dans l'expertise collective INSERM 2019, qu'il n'y a pas de pathologie chronique dans lesquelles l'activité physique n'ait aucun effet. Alors, ça a d'abord un effet préventif pour éviter que la maladie n'arrive, mais après, quand la maladie s'est installée malheureusement pour certains patients, l'activité physique est bénéfique. Je vais vous citer les preuves les plus nettes. On va dire qu'en moyenne, le risque
de développer une maladie chronique, quelle qu'elle soit, est de 25 à 30%. Les maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Dans les cancers, c'est prouvé. Dans les maladies métaboliques, type le diabète de type 2. Dans la maladie d'Alzheimer, en prévention, ça a aussi une efficacité prouvée. Je dirais qu'aujourd'hui, les neurologues me font extrêmement plaisir puisque les nouvelles sociétés savantes ont dit que dans la dépression modérée, le premier traitement, c'était l'activité physique avant les antidépresseurs. Il ne faut pas commencer par un traitement antidépresseur dans la dépression modérée. Donc, c'est des messages très forts. L'artérite des membres inférieurs, quel est le traitement que recommandent les chirurgiens? C'est la marche à pied. Donc, ça vous montre quand même qu'il y a beaucoup de cadres dans lesquels cette activité physique est formellement prouvée. Et c'est simple parce que tout simplement, moins je bouge, plus je monte mon niveau d'inflammation chronique. Et c'est sur ce niveau d'inflammation chronique que se développent toutes les maladies chroniques. En fin de compte, ces maladies chroniques se développent à peu près sur le même modèle. Donc, si je bouge, je diminue mon niveau d'inflammation chronique et à ce moment-là, je diminue mon risque ou le retentissement des pathologies. Alors, je suis médecin généraliste, je suis pharmacien, je suis infirmier-infirmière. Où je trouve un document de référence pour dire ça à mes patients? Alors, aujourd'hui, on a eu la chance, suite aux remarques qui avaient été faites sur la prescription de l'activité physique, les médecins pas formés, la Haute Autorité de Santé a écrit un petit fascicule. Il suffit d'aller sur Sport Santé, sur le site de la Haute Autorité de Santé, de l'HAS, et là, vous avez un fascicule pour la prescription de l'activité physique dans les maladies chroniques. Alors, le premier fascicule est un peu épais, hein, je le reconnais puisque j'ai un conflit d'intérêt ayant participé à sa rédaction avec les autres collègues. Et puis après, on a décliné toutes les pathologies. On a décliné l'insuffisance cardiaque, on a le cancer, on a même fait quelque chose sur la grossesse et l'activité physique. Donc, il y a plusieurs pathologies qui sont déclinées et c'est une mise au point qui me paraît bien faite. Donc, il faut le télécharger sur le site de la Haute Autorité de Santé. Absolument, il suffit de le télécharger sur le site. En ce qui concerne ce qui nous occupe aujourd'hui, l'été, il n'y a aucune excuse pour dire je ne vais pas faire d'exercice physique. On peut tous trouver l'exercice qui convient. Oui, je pense qu'il n'y a aucune excuse. Et même, j'irai un tout petit peu plus loin. Il faut prendre conscience d'une chose, c'est que la population de nos patients, mais la population générale, n'a pas pris conscience du risque que représentait ce mode d'activité physique, l'absence d'activité physique, pardon. Tout simplement parce qu'on est actuellement vis-à-vis de l'activité physique dans le même cadre que il y a 60 ans vis-à-vis du tabac. Il y a 60 ans, tout le monde fumait. Pourquoi? Parce qu'on ne savait pas que c'était dangereux. Eh bien aujourd'hui, personne ne bouge, ou de moins en moins de gens bougent, parce qu'ils ne savent pas que c'est dangereux. Donc en fait, on prend un risque très important en choisissant ce mode de vie. Et c'est pour ça qu'il va falloir vraiment ne pas rater l'occasion de l'été pour s'y remettre, si je peux dire. Surtout que là, on sort de la période de confinement et les études ont montré que vous avez vu qu'il y a une prise de poids non négligeable pendant le confinement et que beaucoup de patients, ça nous ennuie beaucoup de patients qui faisaient de l'activité physique ont arrêté pendant le confinement. Et certains ont encore peur de reprendre. C'est un autre débat, mais je pense qu'il y a une ambiance anxiogène vis-à-vis de l'activité physique et l'épidémie de Covid, une ambiance qui n'a pas de raison d'être. Bon, tout le monde doit bouger. Si c'est un médicament universel, il doit y avoir une posologie. C'est quoi le marqueur? 10 000 pas par jour, c'est le plus simple, à nuancer en fonction de l'âge? J'aime pas trop le marqueur 10 000 pas par jour, tout simplement parce qu'on se trompe. Ce qui est recommandé, c'est 30 minutes d'activité physique chez l'adulte par jour. Et j'insiste sur le par jour. Hein, juste pour une petite anecdote en 2 minutes, il y a quelqu'un qui m'a posé une question comme ça, qui m'a dit « Moi, docteur, j'ai absolument pas le temps de faire 30 minutes chaque jour, donc ce que je fais, c'est que je fais 3 heures le dimanche. Est-ce que c'est bien, docteur ?» Je réponds « Je ne vais pas vous déconseiller de faire 3 heures par jour. Mais la question que vous êtes en train de me poser, c'est « Je suis convaincu qu'il faut me laver les dents, mais comme ça me casse les pieds, je me les lave 7 fois le dimanche. » Exactement le même effet. L'activité physique marche 24 heures. Mais pourquoi vous n'aimez pas ce marqueur de 10 000 pas qui pourtant, quand on en parle autour de nous, est immédiatement compris par les gens. Et en plus, il y a des objets ludiques comme des montres qui permettent de marquer. Tous les téléphones le font. Et il semble que les gens, ça soit quelque chose qui leur rappelle. Car les 30 minutes, c'est bien, mais 30 minutes, c'est quoi l'intensité? Vous voyez, c'est moins précis que les 10 000 pas. Oui, vous avez entièrement raison. Mais d'abord, les 10 000 pas, il y a aussi la façon dont on les fait. C'est-à-dire que l'activité physique modérée, c'est marcher, par exemple, mais c'est pas marcher comme quand je vais faire du shopping ou visiter un musée. C'est marcher d'un bon pas, où je suis un peu essoufflé. Donc les 10 000 pas, déjà, ça devrait être ça.
Deuxième point, les 10 000 pas, c'est pas 30 minutes. Les 10 000 pas, c'est le premier pas, je le fais quand je me lève le matin, je pose le pied par terre, ça fait un pas. Et jusqu'au moment où je vais me coucher. Or, les gens se trompent entre 30 minutes et 10 000 pas. Et ceux qui savent compter un peu se rendent compte que c'est pas possible de faire 10 000 pas en 30 minutes. Tout à fait. Donc, dernier point, les 10 000 pas, ça n'était une histoire que de marketing pour les Jeux Olympiques de 1964 de Tokyo. Tiens, c'est un signe, hein, on a reporté ceux de cette année. Eh bien, mais il n'y avait rien derrière. En fin de compte, c'était pour faire de la pub sur un podomètre. Oui, mais tout de même, si vous dites 30 minutes par jour, c'est très bien, mais si quelqu'un fait 10 000 pas par jour en faisant du shopping, où est le problème? Alors, il va mettre moins en jeu, s'il ne fait que de faire du shopping, il va moins stimuler son organisme pour en avoir tous les effets bénéfiques. Les effets bénéfiques sont là quand on fait au moins une activité physique modérée. Et enfin, pour les 10 000 pas, n'oubliez pas vos malades, s'ils font 2 000 pas par jour et que je leur demande 10 000 pas, ils disent « j'y arriverai pas, docteur ». Alors moi, quand ils font 2 000 pas, je leur dis « essayez de passer à 4 000 ». Donc on peut garder 10 000 pas pour les gens en bonne santé s'ils veulent avoir un repère, mais pour les patients, je pense que c'est un peu risqué. Et globalement, comment vous motivez, quels conseils vous donnez pour motiver les gens à reprendre de l'activité physique? Alors la première motivation sur laquelle je pars, c'est vous ne savez pas de quoi vous vous privez pour la qualité de vie. Je prends un exemple très simple, je ne reprends pas toujours cet exemple parce qu'il est un petit peu difficile, mais d'une patiente chez nous qui est cancer du sein, qui fait de l'activité physique. Un jour, je la vois, elle vient de faire sa séance avec notre enseignant d'activité physique adaptée, elle était bien rouge. Je lui dis, dis donc, aujourd'hui, ça a été dur. Elle me dit, ah oui, aujourd'hui, c'était dur, mais je suis fatiguée maintenant. Et elle s'arrête, elle me dit, oui, mais vous savez, ce que j'ai, c'est de la bonne fatigue, alors que ma chimiothérapie, c'est de la mauvaise fatigue. Et donc, je dis ça à mes patients, je leur dis, bougez un peu plus, et vous verrez que vous vous sentirez mieux. C'est comme le tabac, j'arrête, très rapidement, je retrouve le goût, je retrouve l'odorat. Eh bien, dès que vous faites 30 minutes d'activité physique par jour, même 20 minutes si vous en faites, si vous ne pouvez pas, vous allez sentir que vous montez plus facilement l'escalier. Vous faites des choses avec vos petits-enfants. En fait, c'est le plaisir qu'il faut. Il faut joindre le plaisir et leur montrer qu'ils vont avoir du plaisir. Alors écoutez, il y a des dizaines de milliers de professionnels de santé qui nous regardent. Comment on fait en sorte que les choses s'améliorent? Parce que ça fait des années qu'on dit dans les cours de médecine, règles hygiéno-diététiques et autres. Est-ce qu'aujourd'hui on s'améliore et comment faire surtout en sorte qu'on puisse améliorer la prescription de l'activité physique? Alors pour essayer de l'améliorer, il y a ce que vous faites vous, en me demandant d'échanger avec vous, de parler avec vous, c'est-à-dire de convaincre ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Je crois qu'il n'y a que les gens convaincus qui seront convaincants. Donc le médecin qui dit « au fait, n'oubliez pas de faire attention à ce que vous mangez, au fait, n'oubliez pas de bouger un petit peu, et puis faites un effort sur les cigarettes », ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est de dire « vous ne vous rendez pas compte le risque que cela peut représenter pour vous. Vous ne vous rendez pas compte de comme cela peut être dangereux. » Et il faut que les médecins en soient convaincus. Il faut que tout le monde en parle. Je suis quand même étonné, un dermatologue, un gynécologue, il parle de tous ses patients des risques du tabac, mais il ne lui parle jamais des risques de l'inactivité physique. Mais c'est le même risque. Donc il faut qu'on soit tous convaincus et il faut que les pharmaciens nous aident, il faut que les pharmaciens relaient, il faut que tout le monde de la santé parle de ces choses-là. Et je pense que les choses pourront changer un petit peu, mais il faut vraiment qu'on mette le paquet, si je peux m'exprimer ainsi, sur ce conseil, ce message à faire passer. Voilà, c'est très bien, puisque vous adressez à tous les professionnels de santé. On pourrait même aussi dire que dans la motivation, c'est de commencer par soi-même. On ne peut pas dire que tous les professionnels de santé soient dans une forme éclatante, d'autant qu'ils bossent trop. Oui, là vous rentrez effectivement sur un sujet un petit peu difficile. Je pense sincèrement qu'on peut tous trouver nos 30 minutes ou nos 10 000 pas par jour. Il suffit de se dire, tiens, si je m'occupais de ma santé aujourd'hui, tiens, au fait, aujourd'hui j'ai oublié ma santé. J'ai mangé n'importe quoi et puis j'ai pas bougé, je suis resté assis toute la journée. Eh ben, à ce moment-là, je peux trouver le temps, même si je travaille beaucoup, c'est l'excuse. Je vous rappelle quand même qu'en France, actuellement, le temps passé moyen devant la télévision, c'est 4 heures par jour. Je passe 4 heures devant ma télévision par jour et je ne trouve pas 30 minutes ou 10 000 pas dans ma journée pour m'occuper de ma santé. C'est quand même un petit peu déraisonnable, ce raisonnement, je trouve. Et là, il ne faut pas attendre. Les premiers jours de juillet sont dans quelques jours. Donc, on commence tout de suite et on essaye de tenir. Quelle est la durée idéale de juillet-août, par exemple, 2 mois? Ça suffit pour installer vraiment des habitudes? Oui, alors, la personne qui ne bouge pas du tout, 2 mois, en 3 semaines, elle va déjà voir les bienfaits et elle va voir ce qu'elle peut gagner pour elle, comme elle se sent mieux. Donc 3 semaines, ça va déjà être bien.
2 mois, oui. Mais effectivement, vous avez raison, il faut que ce soit une habitude. Hein. Je reviens à mon lavage de dents, je suis pas un obsédé spécialement des soins dentaires, mais c'est vrai que je me lave les dents depuis que je suis tout petit et je me pose plus la question de le faire. Et ben, ça, c'est un autre message pour les personnes. Pensez aussi aux enfants des patients, parce qu'il faut leur dire que eux, si un enfant qui ne bouge pas sera un adulte qui ne bougera pas. Donc, il faut aussi, bien sûr, en tenir compte. Mais 2 mois, ça peut mettre une habitude en place, oui. Il y a un intérêt à noter ça tous les jours sur un cahier, comme font certains diététiciens. On peut faire la même chose sur l'exercice physique? C'est une technique que j'emploie de temps en temps, c'est-à-dire que j'essaie de m'adapter au fonctionnement de la personne qui est en face de moi et je vais essayer d'aller sur son terrain. En fait, pour revenir sur la question qui m'était posée tout à l'heure sur la motivation, il faut que je trouve un point d'accroche avec la personne qui est en face de moi. Ce point d'accroche, il est très variable, pardon. Ça peut être pour une personne un peu âgée, ses petits-enfants. Ben, tenez, vous parlez de vos petits-enfants, bougez un peu plus, vous verrez. Vous ferez plein de choses avec eux en plus, vous allez partager plus, etc. Et puis la personne qui aime les animaux, ben, essayez d'avoir un animal pour aller le promener. Enfin, vous voyez, il faut toujours trouver ces petites choses-là, comme pour justement que la personne ait une accroche. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui j'ai marché que 100 mètres, mais demain je marcherai 110 mètres, et ainsi de suite, ce qui fait qu'à la fin de l'été, je vais marcher 5 km sans problème? Ça peut marcher comme ça aussi. Oui, c'est une très bonne initiative. Surtout, ce que vous dites, c'est très important dans le sens où il ne faut pas mettre les objectifs trop hauts. C'est pour ça que la personne qui marchait pas du tout, on commence par 100 mètres. Après, on passera un peu plus. Par contre, la personne qui marchait pas du tout, qui se dit demain je fais 5 km, elle va avoir des courbatures partout, elle va arrêter en disant c'est pas fait pour moi. Donc effectivement, il faut faire pas à pas, c'est le cas de le dire. Merci François Carré. Une dernière question. Est-ce que vous considérez, pour faire la transition avec notre invité à venir, est-ce que vous considérez le sexe comme une activité sportive? Alors, je dirais que oui. Non, une activité sportive, non, puisque vous m'avez parlé d'activité physique. Donc, voilà, c'était donc. Vous voyez, je fais l'erreur moi aussi. Alors, est-ce que c'est une activité physique? Oui, ça peut être considéré comme une activité physique qui est très modérée, puisque ça correspond à peu près à monter 2 étages d'un pas à toute vitesse. Écoutez, on vous souhaite tous à monter plusieurs étages par jour. Merci, professeur Carré. Docteur Gilbert Boujaoudé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sexologue à Lille. Je vais vous poser la même question, d'ailleurs, que je viens de poser au professeur Carré. Est-ce que le sexe peut être considéré comme une certaine forme d'exercice physique? Oui, je dirais plutôt que d'exercice physique, on dirait activité cardiaque même. Parce que, bon, soyons quand même clairs, ce n'est pas les centaines de calories qu'on dépense pendant les rapports sexuels qui vont faire une activité physique énorme. Par contre, ça a d'autres vertus, d'autres intérêts, c'est que pendant l'activité sexuelle, on a des modifications du rythme cardiaque qui sont rarement obtenues dans des activités physiques, c'est-à-dire on a des accélérations de la fréquence cardiaque, une redescente, une réaccélération, avec des chiffres tensionnels aussi qui peuvent bouger facilement. Donc, c'est une sorte d'entraînement intensif sur le plan cardiaque et ça a été démontré qu'effectivement, ça va dans les deux sens. Il faut avoir une bonne fonction cardiaque pour avoir une bonne fonction sexuelle et la vie sexuelle régulière est utile pour conserver une bonne fonction cardiaque. Alors, je retiens les quelques centaines de calories. Moi, j'avais plutôt lu que ce n'était pas pour des garçons comme moi, les quelques centaines de calories. Ça dépend effectivement de la durée, mais enfin, vous êtes gentil avec ça dépend de l'effort, voilà. Les Français sortent comment, d'un point de vue sexuel, du confinement, dans votre spécialité? Il y a eu beaucoup de chamboulements. En tout cas, on peut considérer que le confinement a laissé des traces sur beaucoup de personnes sur le plan sexuel. Il y a des personnes qui ont eu une sorte de sidération de leur vie sexuelle par le stress que l'ambiance globale donnait. Il y en a d'autres qui ont eu un arrêt de leur vie sexuelle parce que le confinement a fait qu'ils ne pouvaient plus voir les autres, c'est-à-dire tous les célibataires, les gens qui ont des rencontres ponctuelles, etc. Et puis il y a quelques personnes qui s'en sortent bien avec une vie sexuelle qui s'est améliorée simplement parce qu'ils se sont retrouvés confinés à deux. Il faut dire que ce n'est pas la majorité. Très honnêtement, dans ma spécialité, on voit plutôt une augmentation de la demande pour troubles sexuels plutôt qu'une amélioration. Je pense que les rares qui s'en sortent vraiment bien, c'est des couples qui se sont retrouvés confinés à deux, sans enfants, ou avec des enfants qui vont bien, sans trop de stress. Voilà. Donc, ce n'est pas la majorité des personnes, en fait. Les médecins généralistes disent qu'il y a plus de divorces que d'histoires d'amour après ce confinement, en fait. Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire, on a les couples qui étaient plus ou moins fragiles déjà,
qui avaient des difficultés. Ces couples-là, le confinement n'a pas aidé et les difficultés se sont révélées et aggravées. Donc, ça a été même le moment de pouvoir discuter, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, effectivement, le fait de vivre à deux tout le temps ensemble, c'est pas forcément une bonne chose pour tous les couples. Il y a des couples qui sont sur un modèle fusionnel. Et là, c'est très bien pour eux. D'autres couples, non. En fait, je pense vraiment qu'il y a les deux. C'est-à-dire, il y a des histoires d'amour vraiment qui se sont installées, des véritables relations, et en même temps, des cassures qui sont faites. Très honnêtement, je pense que c'est ce qui se passe dans la vie normale depuis des mois, sauf que la crise coronavirus, confinement, Covid, n'a fait qu'un rôle d'accélérateur de ce qui allait se passer de toute façon dans quelques mois, quoi. Dans de nombreux couples, on dit que on entend la femme dire moi j'aime faire l'amour le soir et le mari dit moi c'est plutôt le matin. Est-ce que les horaires et justement la liberté d'horaire qu'il y avait dans le confinement a pu arranger ces problèmes-là? Chez certains couples, oui. C'est-à-dire les couples, en fait, pour résumer, les couples qui n'avaient pas de problème intrinsèque, c'est-à-dire entre eux, tout se passait très bien, sur le plan sentimental, ça va, sur le plan affectif, ça va, sur le plan complicité, ça va, mais c'est leur rythme de vie qui faisait de sorte que ils ne pouvaient pas se rencontrer, il faisait de sorte que c'était jamais le bon moment pour l'un ou pour l'autre. Ces couples-là, le confinement a été utile puisque ça les a libérés de ces contraintes de temps dans beaucoup de situations. En revanche, dans les couples où la problématique ne venait pas de ce décalage-là, la problématique venait plutôt de l'entente, de la complicité, venait plutôt de quelques rancunes qui traînent, de quelques mésententes. Voilà, le confinement n'a pas changé grand-chose. Donc je dirais, c'est vraiment, plutôt que de regarder les conséquences du confinement vraiment de façon directe, j'ai l'habitude de conseiller aux couples de regarder plutôt comment ça se passait avant et ce que le confinement a révélé ou accéléré, plutôt que ce qu'il a provoqué en lui-même, quoi. En règle générale, quand on demande à un médecin de l'activité physique, est-ce qu'on peut en faire à 2h du matin, il vous répond non, c'est pas spécialement recommandé. Est-ce qu'il y a un horaire qui est recommandé pour le sexe? Oui, c'est quand on a envie. C'est le meilleur horaire, quelle que soit l'heure à laquelle ça tombe. Alors, Gilbert, une question sur la discussion que doivent avoir les professionnels de santé à propos des problèmes de sexualité. Qu'est-ce que vous conseillez aux médecins généralistes qui voient les patients? Oui, ça c'est une question qui est très importante parce que pour donner des chiffres qui expliquent les propos que je vais dire maintenant, on sait que sur une centaine de personnes qui ont des troubles sexuels et qui souhaiteraient de l'aide, donc je ne dis pas une centaine de personnes qui ont des troubles sexuels, je parle uniquement des personnes qui souhaiteraient de l'aide, on sait qu'il y a seulement 25 à 30% maximum qui font la démarche d'aller chercher de l'aide. On sait aussi qu'en France, seulement 10% des médecins, c'est une enquête française qui a une dizaine d'années, seulement 10% des médecins posent la question de façon proactive aux patients, est-ce que vous avez des difficultés sexuelles? Donc il y a une grande partie des patients qui sont un peu nulle part alors qu'ils souhaiteraient de l'aide. D'ailleurs, sans surprise, quand on pose la question à ces patients, est-ce que vous préférez lors d'une consultation attendre d'avoir le bon moment pour vous pour interroger votre médecin et poser la question de votre problématique sexuelle, demander de l'aide, ou est-ce que vous préférez que ce soit le médecin, le professionnel de santé, qui pose cette question? Sans surprise, les 2/3 disent « je préférerais que ce soit le médecin qui pose la question ». Et quand on interroge les médecins sur pourquoi ils ne posent pas la question, ils disent que c'est plutôt pour ne pas gêner le patient. Donc, il y a une mésentente. Alors concrètement, ce que je conseille, c'est dans les situations où on sait que les troubles sexuels sont très fréquents. Exemple, les patients diabétiques avec des complications neurologiques, neuropathie, microangiopathie, macroangiopathie. Les patients qui ont des problématiques uroprostatiques assez chroniques. Les patients qui ont des maladies neurologiques, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, etc. Donc, dans ces situations-là, c'est vrai que c'est utile d'interroger le patient au moins une fois par an sur est-ce qu'il y a des difficultés sexuelles qui existent. Pour être très concret et très pratique, je sais qu'on ne peut pas demander à tous les médecins d'interroger tous les patients là-dessus. Donc, il faut viser les situations. Quelqu'un qui a une dépression, encore, dans la liste, j'ai oublié la dépression et les personnes qui ont des traitements à visée cardiovasculaire. De façon très concrète, très pratique, ce que je conseille de faire, c'est d'être vraiment direct, de ne pas perdre de temps et de poser une question très simple. Ça peut être une question information du genre, dans votre situation, les gens qui ont les mêmes problèmes de santé que vous, ont fréquemment des problèmes sexuels. Est-ce que c'est votre cas? Ou des problèmes érectiles, par exemple, chez les hommes, est-ce que c'est votre cas? Si la réponse est non,
simplement dire, si un jour ça vous arrive, vous pouvez m'en parler. Et on n'est plus obligé de revenir sur le sujet. Le patient sait qu'il peut évoquer le sujet. Et si la personne dit oui, j'ai effectivement des difficultés sexuelles, à ce moment-là, de lui demander s'il souhaite de l'aide par rapport à ça. Donc de rester assez simple, assez médical. Je trouve que les questions ouvertes font perdre beaucoup de temps aux médecins et aux patients. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes dont vous aimeriez me parler? Est-ce qu'il y a des soucis personnels? Et ça donne l'impression qu'on n'est pas en train de faire notre boulot. Si ça fait partie de notre boulot, nous, en tant que médecins, on pose la question simplement et directement, comme toute autre question sur les zones génitales, d'ailleurs. Alors, vous allez prêcher pour votre paroisse, je suppose, mais qu'est-ce que ça apporte une tierce personne, sexologue comme vous, pour en parler? Alors, c'est surtout dans les situations où, par exemple, le patient ne souhaite pas évoquer le sujet avec son médecin, ou des situations où le médecin estime que ce n'est pas le médecin traitant estime que ce n'est pas de son ressort, il ne souhaite pas le faire, ou c'est quelque chose qu'il ne sait pas prendre en charge, ou trop complexe, ou une situation particulière. Donc là, on va avoir recours au spécialiste. Le spécialiste, le sexologue, ce qu'il va apporter, c'est premièrement un regard objectif sur la situation, c'est-à-dire on est vraiment dans une neutralité, et surtout un regard expert. Je trouve que le rôle, c'est surtout de faire le tri entre cette problématique-là. Est-ce que c'est parce que ça ne va pas dans le couple que je l'ai, ou est-ce que c'est parce que je l'ai que ça ne va pas dans le couple? Est-ce que c'est parce que j'ai un mal-être que j'ai ce problème-là, ou est-ce que parce que j'ai ce problème-là que j'ai un mal-être? Est-ce qu'il y a une raison médicale que je n'ai pas pu deviner? Par exemple, beaucoup de personnes consultent pour troubles sexuels, on pense que c'est simplement lié au fonctionnement du couple, à une ambiance ou quelque chose de ce type, et on découvre des véritables syndromes dépressifs masqués. On découvre des véritables problématiques hormonales cachées derrière. Parfois, on découvre des syndromes d'apnée de sommeil qui n'étaient pas diagnostiqués jusque-là, etc. Donc, le rôle du médecin sexologue et du sexologue, c'est d'avoir un regard objectif, neutre, et d'orienter la réflexion, et surtout, bien sûr, ensuite, apporter les réponses une fois que les bonnes questions ont été posées. La téléconsultation, est-ce que ça peut aider justement à aborder ces problèmes avec la distance liée à l'écran? Oui, et d'ailleurs, ce que je vais vous dire là, j'aurais pas pu le dire il y a un an, parce que on a lancé la plateforme de téléconsultation il y a un an, et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que on se rend compte que les patients qui viennent en téléconsultation, dans leur très grande majorité, plus de 80% d'entre eux, c'est des patients qui n'ont jamais consulté jusque-là et qui nous disent « je ne sais pas si j'avais le courage autrement d'aller consulter ». Il y en a beaucoup qui disent « j'aurais jamais été consulté s'il n'y avait pas la téléconsultation ». Donc effectivement, ça apporte cette facilité de consulter. Et pour appuyer le propos, on a la possibilité de téléconsulter sur notre plateforme, soit par visioconférence, soit par téléphone. La majorité des patients choisissent par téléphone. Même par téléconsultation, on évite la confrontation directe. Et ça se comprend, c'est des sujets difficiles pour les patients. Vous pouvez nous en dire plus sur cette plateforme? Oui, de quelle plateforme c'est la plateforme qui s'appelle charles.co, donc comme le prénom Charles, charles.co. Et nous sommes actuellement, sans fausse modestie, on est actuellement la plus grande plateforme spécialisée dans la médecine sexuelle en Europe, avec plus de 10 000 patients déjà traités, des protocoles, des experts qui travaillent dessus. C'est plutôt une sorte de clinique virtuelle de médecine sexuelle plutôt qu'une plateforme simplement. Et alors, quand on est en présentiel ou en distanciel, quand on va voir un sexologue, on repart avec une ordonnance ou plutôt des conseils? C'est quoi vos armes thérapeutiques? Alors, quand c'est des problématiques qui nécessitent des soins médicaux, il y a les deux. Les conseils sont toujours présents. Les conseils sont essentiels puisqu'il y a beaucoup de fausses idées, beaucoup de mythes sur la sexualité. Et donner des bons conseils, des conseils objectifs, ça, c'est toujours présent dans la consultation. Ça peut être des conseils parfois auxquels les patients ne s'y attendent pas. Par exemple, il y a beaucoup de patients qui sont surpris d'entendre dire que non, c'est pas la peine de forcément discuter dans le couple sur le problème. Là, pour le moment, ce que je souhaite que vous fassiez, c'est au contraire de ne pas en parler, de faire les choses de façon plus spontanée, etc. Sur les traitements, il y a parfois des examens paracliniques à faire. Et quelquefois, on a des médicaments, en particulier dans les problèmes érectiles. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler, parce qu'on est dans le cadre médical, que dans le Journal of Sexual Medicine, une enquête qui a été faite récemment et un article qui a été publié très récemment montre que le fait d'interroger les patients de plus de 50 ans sur l'existence ou non de troubles érectiles peut protéger et sauver des vies plus que beaucoup d'autres marqueurs biologiques, y compris l'hypercholestérolémie. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après 50 ans, la dysfonction érectile est très probablement le premier symptôme d'une dysfonction endothéliale et peut-être d'une coronaropathie sous-jacente infraclinique.
Donc, il y a de plus en plus de recommandations. L'Association américaine de cardiologie dit on doit interroger les patients. C'est quelque chose qui a une valeur prédictive de survenue d'autres problématiques. Donc, c'est juste pour rappeler que c'est pas juste pour le plaisir et pour le bien-être des patients et pour la qualité de vie. Ça peut sauver des vies de soigner des gens dans leurs problématiques sexuelles. Et alors les thérapeutiques pour traiter les dysfonctions érectiles, par exemple, elles sont remboursées à combien et comment ça fonctionne dans votre spécialité, les remboursements? Actuellement, il n'y a pas de remboursement pour les thérapeutiques Péros. Aucun pays au monde pour aucune problématique. Alors, je pense que c'est parce que c'est tellement prescrit que ça serait un trou dans toutes les assurances maladie dans le monde. Je vous rappelle qu'on a dépassé les 200 millions d'utilisateurs officiels d'IP2E5, c'est-à-dire les produits à visée érectile dans le monde. Je dis bien officiels, c'est-à-dire si on rajoute tous ceux qui en prennent sans prescription, on est à 300-400 millions dans le monde à avoir utilisé ça. Donc, les traitements Péros ne sont pas remboursés. La bonne nouvelle, c'est que grâce au générique, les prix se sont effondrés. Il y a encore une dizaine d'années, le comprimé était aux alentours de 15 à 18 euros. Actuellement, on trouve la boîte de 28 comprimés aux alentours de 15 euros. Donc, honnêtement, c'est devenu très accessible à la grande majorité des patients. Petite remarque, il y a des traitements remboursés uniquement dans un cadre précis, par exemple les neuropathies diabétiques, paraplégie, sclérose en plaques, post-priapisme. Ce sont des traitements à application locale, comme l'alprostadil par voie intra-urétrale, ou par injection intracaverneuse. Il y a quelques situations où, dans ces cas-là, c'est remboursé par l'assurance maladie. Vous êtes passionnant, Dr Boujaoudé, et on refera une émission avec vous complète. Là, on est quand même dans le cadre d'une émission détente avant les vacances. On a été très sérieux. Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil pratique pour les semaines à venir? Alors, pour les semaines à venir, je vais vous donner le conseil que je donne à tous les patients qui me disent comment faire pour booster ma sexualité. Parce qu'on vient de traverser une période où ça a été pas mal chamboulé. Et la réponse est toujours la même. La meilleure façon d'améliorer sa sexualité, c'est pas de s'en occuper, c'est de s'occuper de soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne retrouve son appétit en se forçant à se concentrer à avoir faim. Par contre, si on fait du sport et qu'on a une bonne hygiène de vie, on a des fortes chances en se mettant à table d'avoir un bon appétit. Et ben c'est la même chose pour la sexualité. Quand je dis prendre soin de soi, c'est prendre le temps de faire des activités qu'on estime comme plaisantes pour nous. Ça peut être de la détente passive ou active. C'est de rééquilibrer un peu l'alimentation tout en se faisant plaisir. C'est de reprendre une activité physique régulière, sportive qu'on n'a pas pu avoir ou qu'on a pu délaisser pendant la période de confinement. Je rappelle toujours qu'il n'y a personne qui peut avoir des problèmes sexuels sans aucune raison. Et pour ne pas avoir des problèmes sexuels, il faut prendre soin du mental et du corps. Et si on prend soin de notre mental et de notre corps, il nous le rendra très bien sur le plan de la sexualité. Donc prenez soin de vous et ça suivra sur le plan sexuel. Merci Dr Boujaoudé, vous êtes la parfaite synthèse de cette émission, de ce que nous voulions, bien faire de l'exercice physique, avoir des rapports sexuels, excusez-moi, je tousse, et bien se nourrir. Merci et excellent été à vous. Merci à vous. Dernier chapitre avec vous, Patrick Serroc, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, je prends un air désabusé, mais je m'attends toujours au sempiternel conseil pour perdre du poids et ça marche jamais. Mais déjà, ne pas en prendre un objectif minimum pour les vacances. Alors, beaucoup de choses ont changé avec le confinement. Donc, on peut plus parler aujourd'hui comme on le faisait l'année dernière. Alors, pourquoi ça a changé? Parce que, d'abord, comme les gens ont été confinés, ils ont redécouvert la cuisine à la maison pour toute la famille, ou même s'ils étaient que deux ou célibataires. Et surtout, ils ont utilisé beaucoup d'aliments plutôt bruts qu'ils ont transformés eux-mêmes, ce qui est quand même une grosse évolution par rapport à ce qu'on faisait dans beaucoup de familles, dans les grandes villes surtout, où on allait commander à partir de restaurants des plats qu'on livrait à la maison. Et puis, il y a eu beaucoup moins d'utilisation également de produits en conserve ou de produits transformés pour les transformer soi-même. Oui, il y a eu quand même ça. Et donc, ça a changé des choses dans la manière même de penser. Et c'est vrai que quand les gens sont sortis un peu du confinement et qu'ils se sont remis à remanger un petit peu comme avant, ils ont vraiment vu la différence et ils ont essayé, pour certains d'entre eux, de revenir à une alimentation, dirons-nous, plus traditionnelle, celle qu'on avait avant. Vous parlez là des gens qui habitent. Là, vous parlez des gens qui habitent
dans le 16e et qui ont Non. Pas forcément. Vous ne croyez pas que les McDo et tout ça vont reconnaître beaucoup de bonheur après le déconfinement ? On a vu comment au départ, quand les McDo ont ouvert, comment les gens se sont précipités sur les McDo, c'est sûr. Mais on peut espérer que pour un certain nombre de gens, du moins, non pas qu'ils ne vont plus manger de McDo, mais qu'ils vont manger autre chose que des McDo et qu'ils vont pouvoir faire des repas un petit peu plus équilibrés que ce qu'ils ne faisaient avant. Oui, mais ils ont tous pris du poids pendant le confinement. Alors, non, ils n'ont pas tous pris du poids. Il y a environ 17 à 20% de gens qui ont pris du poids. Mais par contre, il y a des gens qui ont perdu du poids, ça il faut le savoir, parce qu'ils ont beaucoup mieux mangé. Parmi les gens qui ont une obésité, on remarque qu'il y a vraiment une dichotomie qui s'est faite. Les uns ont pris du poids parce qu'ils ont beaucoup, surtout ceux qui avaient des compulsions alimentaires, parce qu'ils avaient envie évidemment, ils s'ennuyaient et puis ils avaient peur. Les gens qui avaient un surpoids ont eu très peur pendant cette période-là. Et puis, d'autre part, les autres, eux, ont réussi à se stabiliser, voire à continuer à maigrir. Alors, on va essayer cette émission que nous faisons ensemble tous les ans depuis des années, je vous signale, mon cher Patrick, sur qu'est-ce qu'il faut faire l'été. On va retrouver quand même toujours les mêmes conseils élémentaires sur la quantité, la qualité, la vitesse d'alimentation, le grignotage, etc., etc. On va dire que le conseil cet été, si on prend des vacances déjà, c'est essayer de prendre les bonnes habitudes qu'on a eues par exemple pendant le confinement. Et que si on a fait 3 repas par jour, qu'on continue à les faire. Si on l'a fait avec des produits plutôt bruts, essayons de continuer à les prendre et à les transformer. Et ça sera quand même déjà un grand progrès par rapport aux autres années. Alors, en ce qui concerne les quantités, la qualité, là, je vois la vitesse d'alimentation, le grignotage, ça existera toujours. Il y aura toujours des gens qui mangeront plus vite que les autres, qui ne mastiqueront pas. Si on mastique un peu plus, on ralentit et c'est quand même mieux pour contrôler finalement l'alimentation. Mais je crois on va voir après l'été, mais je pense qu'il y a eu quand même une certaine prise de conscience dans une partie de la population. Alors, je crois qu'en France, la moyenne du poids pris pendant le confinement, c'est 3,5 kilos. Alors, je ne sais pas si vous confirmez ou pas, mais en tout cas, pour éviter les dérives alimentaires de cet été, et notamment de prendre 3 kilos de plus, quels conseils concrets vous donneriez à ceux qui nous écoutent et quels sont les conseils que les médecins doivent donner à leurs patients pour cet été ? Alors pour la population générale d'abord, le conseil c'est évidemment d'abord de faire des repas. Parce que combien on voit de gens qui ne font un repas qu'avec un seul plat. On ne peut pas faire un repas avec un seul plat. Il faut avoir une succession de plats pour apporter la quantité de nutriments nécessaires pour que notre corps puisse arriver du moins à être bien nourri et donc qui n'ait pas besoin de stocker du gras. On est dans une situation paradoxale depuis plusieurs années où finalement il y a des gens qui ont fait des régimes pendant des années, et donc qui se restreignent, j'en ai encore vu un hier à ma consultation, qui essaie de se restreindre de plus en plus et qui ne fait que grossir. Alors pour ça, pourquoi ? Tout simplement parce que le corps essaie de stocker plus de gras à partir du moment où il n'a pas suffisamment de nutriments pour fonctionner normalement. Donc on peut profiter des vacances pour dire qu'on va se faire une petite entrée avec des crudités, une bonne salade, on va se prendre une grillade puisqu'on va faire pas mal de barbecue, ou bien on va se prendre du poisson et ensuite on va avoir un légume, un peu de féculent, et puis on aura après, oui ça on verra après, on aura on aura des fruits, par exemple, et le fromage une seule fois par jour, ça suffit amplement à l'un des 2 repas. Alors, j'ai vu Jean-François qui me parle du vin, il y aura effectivement des boissons. Ces boissons-là, bien sûr, il y aura un peu plus de rosé, c'est sûr, quand il fait chaud, c'est évident, mais ce qu'il faut essayer, c'est de limiter un peu sa consommation du point de vue hebdomadaire. On n'est pas obligé de boire non plus tous les jours, mais on peut alterner un jour sur 2, par exemple. Alors, je vais révéler un secret. Vous voyez une image que nos téléspectateurs ne voient pas. Et je faisais signe à Nicolas Leblanc qu'il ne fallait pas oublier le vin. Il faut prendre le temps d'aller sur les marchés, redécouvrir la gastronomie française. Oui, alors c'est toujours un temps d'ailleurs où les petits marchés dans les différentes villes de province voient arriver beaucoup de touristes et qui vont goûter des spécialités, mais il faut se méfier. Il faut se méfier parce que dans ces marchés, il y a beaucoup de produits qui ne sont pas du tout locaux, des produits qui sont souvent importés et qui sont particulièrement gras.
Alors, on n'insiste peut-être pas assez sur le bien-être d'une alimentation réfléchie. On parle toujours de perte de poids, mais ça vient naturellement après. Vous, c'est quoi le bien-être lié à l'alimentation ? Le bien-être dans l'alimentation, c'est d'avoir de bien-être dans son corps. C'est ça que les gens décrivent le plus, avec le plus d'acuité finalement. Hein, c'est se sentir un corps qui marche bien, un corps qui est souple, un corps qui... Voilà, alors ça dépend pas uniquement de l'alimentation, ça dépend aussi évidemment de l'activité physique. Mais en ce qui concerne notre alimentation, c'est surtout lorsque on n'est pas trop lourd, par exemple, après un repas. Ça, c'est tout à fait désagréable quand on a tout d'un coup une somnolence qui arrive parce qu'on a un petit peu trop mangé. Ça prive de beaucoup d'activité. Donc, être bien dans son corps, c'est sentir un corps qui, une fois qu'on a mangé, est capable de se mettre en action et de faire les activités qu'on a envie de faire. Alors, ce que les médecins souvent ignorent, c'est que le signal de faim est un signal très précis qui est lié à la glycémie. En revanche, le signal de satiété est un très très mauvais signal. Est-ce que ça milite pour des repas plus longs et qui commencent effectivement, ceux qui prennent une entrée qui n'est pas calorique mais avec du volume, ont-ils raison parce que le signal de satiété finira par s'installer réellement ? Alors on a deux signaux différents. On a le signal de rassasiement qui se passe au cours du repas. C'est la première des choses. Donc c'est déjà de ne plus avoir faim au cours du repas. Et la satiété, ça va être en fait de pouvoir tenir jusqu'au repas suivant. Alors, dans le rassasiement, il faut du volume. Là, c'est tout à fait juste. Et il faut environ 800 grammes d'aliments par repas. Donc ça peut paraître beaucoup, oui. mais ce n'est pas si énorme que ça. Si on prend par exemple, on a 150 grammes de crudités ou de salade et après on va avoir un steak qui va faire 150 grammes, on va avoir encore 150 grammes de légumes et 100 grammes de féculents par exemple par repas. Bon, on est déjà à pas mal. On va ajouter un yaourt, ça va faire 125 grammes de plus, un fruit, on arrive aux 800 grammes. Voilà. Donc, en fait, avec ces 800 grammes-là, on est sûr d'avoir un signal de rassasiement. Si on a un signal de rassasiement, ça veut dire qu'on aura de fortes chances de pouvoir tenir jusqu'au repas suivant, sauf si l'activité physique est importante. En vacances, on en fait. Et dans ce cas-là, rien n'empêche d'avoir une petite collation dans l'après-midi pour pouvoir attendre le repas du soir. Et alors, est-ce qu'il y a des prescriptions en termes de durée de repas ? Manger en 5 minutes, ça a la même équivalence que de manger en une demi-heure ? Non, ça n'a pas les mêmes équivalences. D'abord, en 5 minutes, on ne peut pas avaler les 800 grammes d'aliments. C'est un sport un peu particulier. Et donc, il faut de temps. Il faut, en général, au moins 20-25 minutes pour pouvoir faire un repas complet. C'est le minimum. Et l'idéal, c'est de consacrer, quand on le peut, 30-35 minutes. Il y a la place de la mastication dans justement ces réflexes de satiété, est-ce qu'elle compte beaucoup ou pas ? Oui, ça a été très décrit, la mastication. Et la mastication, elle permet de ralentir, évidemment, et surtout de mieux imbiber les aliments d'enzymes salivaires qui préparent la digestion. Donc, c'est un grand avantage. Mais c'est très difficile. J'avoue qu'aujourd'hui, la plupart des gens mangent extrêmement rapidement. La mode qui nous vient des États-Unis de faire des tailles de portions très importantes, elle est arrivée en France avec son corollaire qui est le doggy bag. Tout ça, c'est des choses que vous voyez arriver ? La taille des portions. Alors, la taille des portions, chez nous, elle est extrêmement variable. Donc, on n'est pas du tout comme aux États-Unis. On n'a pas des portions absolument énormes comme aux États-Unis. Donc, on est plutôt dans souvent des portions qui sont même insuffisantes. Aux États-Unis, c'est vrai qu'on paye, donc on vous en donne pour votre argent et il faut absolument du volume. C'est pas du tout ce qui se passe en France. Donc on a même du mal à arriver aux 800 grammes. Hein. C'est très rare que les gens, il faut vraiment qu'ils se concentrent pour y arriver. Je vais vous donner une anecdote. J'étais invité dans un 3 étoiles. J'ai été obligé de manger du fromage en rentrant chez moi. Ah donc, bah oui. ce qui est exactement l'illustration de ce que vous venez de dire. Ouais. Une autre chose dont vous insistiez, mais qu'il ne faut jamais faire les courses en ayant faim. Il faudrait privilégier d'aller faire les courses à la fin du repas. Il y a eu des études là-dessus. Oui, il y a eu des études qui ont montré que lorsque on va faire des courses alors qu'on a faim, on va augmenter environ le panier alimentaire de
entre 10 et 20% selon les gens. Donc ça représente quand même beaucoup. Et surtout, ce sont des produits qui sont des produits, dirons-nous, d'achat intuitif. Donc des produits qui vont être plus gras, plus salés, des produits qu'on a envie de découvrir. Et ceux-là, on va effectivement les acheter plus fréquemment que si on part avec une liste et qu'on a déjà mangé. Oui, parce que l'industrie agroalimentaire n'est pas forcément un bon partenaire pour que les gens perdent de mauvaises habitudes alimentaires. Oui, parce que Non, non, mais je suis d'accord sur le fait qu'à partir d'un produit, on va décliner 10 produits, et ces 10 produits avec des arômes différents vont être extrêmement attirants pour le consommateur. Alors c'est vrai que c'est difficile de résister, d'où d'ailleurs aujourd'hui toutes les tentatives pour essayer de limiter la consommation, par exemple avec le Nutri-Score pour indiquer si c'est un produit qui est gras, sucré, salé ou non. Donc il y a vraiment des tentatives aujourd'hui pour imposer aux produits industriels, dirons-nous, un autre regard que celui qu'on avait jusqu'aujourd'hui. Alors, doit-on adapter sa nutrition à l'âge? Et si oui, comment? Ah oui, d'abord le poids, surtout en vieillissant, le poids s'adapte vraiment à l'âge, puisqu'au cours de la vie, on va avoir une augmentation d'environ 10 à 12 kilos. Sans parler de surpoids ou d'obésité, on va prendre 10 à 12 kilos entre l'âge de 20 ans et l'âge de 65 ans. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on ne mange pas de la même façon. Et c'est tout à fait normal. Quand on va vieillir, on va diminuer un certain nombre d'aliments. Par exemple, on va diminuer sa consommation d'eau. On va peu à peu avoir un dégoût de la viande. Et donc, on va modifier ses possibilités de résister aux maladies plus difficilement à cause de ça. On va souvent baisser sa quantité de protéines. Hein. Et moi, je vois beaucoup de gens maintenant, je commence à voir beaucoup de gens âgés. Et ils doivent vraiment lutter. C'est une lutte très difficile parce qu'ils n'ont pas très faim, en fait. Ils perdent peu à peu aussi le goût de manger, le goût de et ils doivent absolument manger pour pouvoir survivre dans de bonnes conditions. Merci. Une conclusion et un dernier conseil, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Moi, je dirais qu'il faut essayer pendant ces vacances vraiment de faire des repas. Faites des repas et essayez de les avoir les plus complets possibles pour justement, et en faisant surtout de l'activité physique, pour essayer de ne pas gagner du poids et voire d'en perdre. Voilà, plus vous rajoutez à ça l'activité sexuelle, ce que l'on vient de voir aussi. Vous avez des vacances parfaites. Je vous les souhaite, Dr Serog, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à nos trois invités. Nicolas, une conclusion? Écoutez, je crois qu'on est armé sur les 3 plans pour passer des bonnes vacances et retrouver la forme et se retrouver à la rentrée en pleine paluche, pour le dire trivialement. On aurait pu rajouter le cerveau, peut-être, quand même, parce que faire travailler son cerveau, c'est aussi ne pas oublier. Bon, c'est bien de manger, d'avoir des relations, de faire des exercices physiques. De temps en temps, faire en sorte que le cerveau continue, c'est bon conseil, non? Bon conseil, ou de le mettre au repos aussi parfois. Merci, on se retrouve tous pour une nouvelle saison au mois de septembre. Pour les jeudis de profession de santé, ce sera la dernière semaine de septembre. En attendant, bonnes vacances et surtout, portez-vous bien.